Il y a 2 mois, le Cléautiste m'a contacté car il cherchait des témoignages pour un projet de vidéo courte qui consiste à donner la parole à des personnes concernées et j'ai accepté. Le but est de présenter des militants qui sont à la fois autistes ou neurodivergents et qui sont issus d'une ou plusieurs minorités. L'intérêt c'est de mettre en lumière des gens qui doivent faire face à plusieurs types de discrimination. J'ai choisi de parler du fait d'être neuroatypique sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que créateur ou en tant que viewer, déjà parce qu'Internet fait partie de mon quotidien depuis 2007 et aussi car j'ai constaté avec le temps que c'est loin d'être le paradis qu'on vend aux marginaux. Pour le contexte, Cléautiste avait eu cette idée car le gouvernement avait l'intention de faire des vidéos de gens qui sont neuroatypiques, mais qui doivent réciter un texte rédigé par des gens qui ne le sont pas, même pendant la journée mondiale des autistes. Il faut savoir que ça fait des années que je connais cette association avant même qu'elle existe, ainsi qu'une partie de ses membres et j'ai aussi créé leur logo. Maintenant, place à l'approfondissement du sujet. L'un des trucs que j'avais remarqué, c'est que quand on cherche des créateurs de contenu qui sont neuroatypiques, c'est qu'ils sont tellement peu représentés que c'est plus facile de les trouver que quand ils parlent de leurs particularités alors qu'il y en a plein qui sont dans d'autres thématiques. C'est comme si un autiste était condamné à être obligé de parler que d'autisme, sinon au mieux il est invisible ou au pire il va se faire harceler dès qu'il respire. Je fais de l'animation et ça m'arrive de parler de l'animation indépendante sur internet et je n'ai pas envie de me retrouver à faire que des vidéos sur l'autisme et le TDAH parce qu'un con dans les commentaires a mal interprété mes propos. Pour les viewers, j'ai remarqué que parmi mes abonnés les plus engagés, il y en a beaucoup qui sont neuroatypiques donc c'est obligé qu'il y a une demande de représentation qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. D'ailleurs, c'est pas rare de tomber sur une chaîne YouTube où la vidéo intrus d'un vidéaste c'est son témoignage sur sa neuroatypie. Certes, c'est important d'en parler, de parler de nos vécus, dire comment on fonctionne et tout, mais le risque c'est que beaucoup de gens, surtout les neurotypiques, peuvent croire qu'on fait que ça alors qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent. Mais ce qui est encore pire, c'est que dès qu'on parle de sa propre neuroatypie, même vite fait, les gens vont se focaliser que sur ça le reste du temps alors que c'est pas le but du sujet. C'est comme si on était un acteur porno qui aime jouer au Scrabble mais qu'on va toujours amener à ses fesses ou à sa dernière performance dans un film X. Avant on avait les youtubeuses beauté, maintenant on a les neurodivergents qui sont des bêtes de foire auto-narratives. Je pense que l'une des clés pour ne pas perdre le contrôle là-dessus, c'est de poser le plus tôt possible ses limites. Il y a certains critères pour être plus visible comme avoir un bon ton de voix, être présentable d'une certaine façon, sortir la bonne punchline, etc. qui font que ça va beaucoup plus restreindre d'autres personnes à s'exprimer même en dehors du fait de parler de ses particularités. Parmi ceux qui vont créer du contenu, il y en a qui vont s'afficher mais la plupart ne vont pas se montrer tout simplement parce que c'est difficile de devoir à la fois gérer sa diction et son image. Rien que pour ça, il y en a beaucoup qui sont plus enclins à ne pas faire de facecam. Il y en a qui font du podcast, d'autres qui sont des PNJ-tubeurs, d'autres qui font de l'animation, d'autres qui préfèrent uniquement écrire, etc. C'est surtout pour qu'ils puissent mieux se concentrer sur leurs propos sans se préoccuper de l'image qu'ils renvoient et ça leur permet de mieux exprimer leurs idées. Ça n'a rien à voir avec le manque de confiance en soi. Le fait que les neuroatypiques peinent plus que les autres à correspondre à des standards sociaux va faire que l'algorithme ne sera pas à leur avantage. Il suffit que par exemple la personne a une voix monotone et hop ça passe sous les radars. Comme quoi la liberté d'expression c'est encore plus vaste que d'aller dire je suis Charlie. C'est tellement facile d'avoir l'air anonyme sur internet qu'on peut se retrouver à faire du masking même sans le vouloir. Déjà on peut faire plein de réglages comme couper la caméra et le son pour être à l'abri des stimuli donc ça permet d'être plus efficace dans ses interactions en ligne. Rien que pour ça c'est vraiment une bonne chose que le télétravail soit plus accepté qu'avant. Je pense que c'est en partie dû au fait de pouvoir se préserver en ligne qu'on a cette mode de la soi-disant authenticité sur les réseaux sociaux. Quand on prend ça de manière assez littérale on se dit que ça nous autorise à être soi-même jusqu'au bout, c'est-à-dire au point de ne plus masquer du tout. Sauf qu'en vrai cette fameuse authenticité qu'on veut aux gens c'est du bluff car il y a toujours un moment où les gens qui se prétendent authentiques ne vont pas l'être à 100%. Je reconnais que je ne corresponds pas à ce genre de standard. Par exemple, j'ai besoin d'écrire mon texte et ça m'arrive de répéter 15 fois la même phrase lors de mes enregistrements. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de vous dévoiler tout ce qui se passe dans ma vie. Le piège quand on est neuroatypique, c'est que si on est assez naïf pour croire que c'est 100% vrai, on risque de faire la maladresse de vraiment être authentique à fond pour qu'au final ça nous retombe sur la gueule. Ne pas moduler sa voix à l'instant T ou n'importe quel autre paramètre fait qu'on a intérêt à masquer le plus possible pour ne pas se faire trop emmerder contrairement à une personne valide. Surtout si on accumule d'autres différences. On est d'accord que c'est connu que les neuroatypiques sont plus souvent victimes de cyberharcèlement et de diffamation. Moins ils vont masquer et plus ils vont en chier. Surtout s'ils sont maladroits, cash ou nuancés. Si en plus ils ont une opinion qui n'est pas dominante, alors là c'est le pompon. Il y a aussi un détail assez ambigu dans le fait de masquer en ligne, c'est que quand on s'améliore dans un domaine, surtout dans tout ce qui est verbal et social, c'est difficile de savoir si c'est un progrès normal ou si on est juste devenu plus doué pour masquer. On entend souvent dire qu'Internet est plus safe que la vraie vie pour avoir une vie sociale quand on est neuroatypique car ça permet de pouvoir plus facilement nouer des liens avec les autres. En réalité, ça dépend vraiment de où, avec qui vous traînez et du niveau d'anonymat que vous souhaitez avoir en ligne. Tant que l'écrit était la norme pour communiquer, il y avait plus de gens qui étaient inclus dans les discussions alors que de nos jours on a tellement conscience du risque de faire des rencontres qui au mieux sont cocasses ou au pire d'avoir affaire à un dangereux prédateur. Un peu comme Cartman avec ses pédophiles, qu'on préfère parler en vocal si possible avec la caméra toujours allumée.
C'est pas toujours pratique pour les raisons qu'on a déjà évoquées avant, surtout dans les discussions de groupe, et il y a beaucoup d'internautes qui résistent à cette tendance en continuant d'interagir qu'à l'écrit. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur des forums ou sur des serveurs Discord, vous avez sûrement remarqué que ce sont plus souvent ces internautes-là qui continuent de rester anonymes, même au bout de plusieurs années de liens sociaux avec les mêmes gens en ligne. On n'échappe pas au validisme et autres discriminations sur internet, et des fois c'est tellement subtil qu'on ne se rend pas toujours compte, d'où l'anonymat de certaines personnes. Si la plupart d'entre elles devaient faire du facecam et parler à chaud, ce serait la merde pour elles car elles ne pourraient pas dire tout ce qui leur vient à l'esprit. C'est encore plus le cas dans une conversation vocale en groupe car c'est vraiment pas évident de savoir quand prendre la parole ou être sûr d'avoir dit tout ce qu'on voulait dire, surtout s'il faut s'imposer dans la discussion. Tant que j'étais une ado complètement anonyme sur les forums, on me disait peu voire rarement quelque chose sur mes bizarreries. Maintenant que je suis une adulte plus visible sur les réseaux sociaux, j'ai conscience qu'on va davantage chercher à me scruter sur ce plan-là. En ce qui concerne les rencontres dans la vraie vie, de base c'est rare de donner exactement la même impression qu'en ligne et quand on est neuroatypique, c'est encore plus exacerbé car faire du vocal et allumer la webcam, c'est pas toujours suffisant et il y a toujours un détail qu'on se retrouve à masquer par défaut. Les infos les plus modernes sur les neuroatypies sont souvent celles qu'on trouve sur internet, contrairement aux bibliothèques vintage et poussiéreuses des psychiatres. D'ailleurs, on peut rarement compter sur eux pour trouver ce genre d'informations, et heureusement que Google est là, à condition de connaître les bons termes. La mine d'or, c'est vraiment quand on peut être en contact avec d'autres neuroatypiques avec qui on peut s'entraider ou autre. Surtout si on a des passions en commun. D'ailleurs, il y a pas mal d'entre eux, surtout les autistes, qui sont plus enclins à passer leur vie à archiver en ligne des tas d'infos sur un domaine précis, notamment sur les fandoms ou d'autres sites internet, et ils n'ont pas toujours la reconnaissance qui va avec. Dans la recherche d'informations, il y a des circonstances où on peut être plus naïf, surtout si on ne se connaît pas suffisamment. Par exemple, dans le développement personnel, les principes les plus populaires sont avant tout faits pour les gens qui sont valides. En revanche, c'est possible de les adapter au cas par cas et il y a de plus en plus de coachs qui sont et qui aident les neuroatypiques. Il y a aussi des groupes comme ceux qui sont New Age par lesquels beaucoup de neuroatypiques passent. Le plus souvent, il y en a qui sont tentés de croire qu'ils sont indigos jusqu'à ce qu'ils ont un vrai diagnostic. Ce qui est déstabilisant avec l'évolution d'Internet, c'est que ça va tellement vite que c'est facile de se retrouver largué en cours de route, sauf à la limite dans les milieux underground. Je suis depuis très longtemps une convaincue au sujet de la neurodiversité et j'estime que c'est dangereux de l'associer systématiquement au wokisme sous prétexte que ce sont deux thématiques qui sont devenues plus connues en même temps auprès du grand public. Il y a plein de neurodivergents qui sont contre le modèle médical du handicap mais qui ne vont pas se retrouver dans les discours et les luttes intersectionnelles des JW tandis que ces derniers n'en ont pas tous quelque chose à foutre de la neurodiversité. Si on analyse bien certains concepts comme celui de la cancel culture, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement discriminer les neuroatypiques. Il suffit que la personne trouve les discours sur la non-binarité illogique ou qu'elle ne soit pas à jour sur certains termes et hop, elle se fait exclure. Même des mouvements qui la concernent réellement. De plus, il y a plein de communautés en ligne qui étonnamment s'avèrent être plus inclusives envers les neuroatypiques alors qu'elles ont une sale réputation auprès des woke. Je pense notamment à des forums comme le JVC et ses dérivés. Quand on a affaire à quelqu'un en ligne, on ne sait pas si la personne a un diagnostic ou pas, mais on peut sentir instinctivement qu'elle est différente. Ça peut être dans sa façon de s'exprimer à l'écrit ou à l'oral, dans sa gestuelle ou encore dans sa manière de voir les choses. Ce qui est étonnant, c'est qu'on va plus facilement croire un random anonyme sur un forum qui nous donne pas plus d'infos sur sa vie plutôt qu'une jolie tiktokeuse qui continue de partager son quotidien. C'est pas rare de tomber sur des internautes qui de base ne voulaient pas parler de leur diagnostic mais qui sont contraints de le faire à cause d'une situation qui leur est arrivée ou juste pour avoir la paix. Et même malgré ça, il y a des gens qui persistent à croire que c'est faux, qu'ils veulent faire le buzz ou juste faire l'intéressant. C'est même déjà arrivé qu'on demande à des neuroatypiques d'envoyer leur diagnostic médical et officiel pour les accepter dans un groupe en ligne. Franchement, faites pas ça, même si vous avez un dossier embêtant, on sait jamais ce qui peut arriver avec. Quand on évoque le sujet de sa propre neuroatypie en ligne, c'est souvent dans une optique de survie. Si on souhaitait réellement buzzer, ce serait sur des choses qu'on trouve réellement passionnantes. Je ne suis pas pour l'autodiag, excepté dans certaines circonstances, mais je trouve que ces personnes prennent cher pour rien. Tant qu'elles agissent dans mon intérêt et celle d'autrui, je ne vois pas l'utilité de les mettre au bûcher. Si ça se trouve, il y en a qui ont aidé des tas de gens à obtenir un diagnostic et les aménagements qui vont avec. En ligne, il y a une différence très subtile entre quelqu'un qui a un diag officiel et quelqu'un qui en a pas. Je dirais que généralement l'un va être sûr que ce soit confirmé avant d'en parler, tandis que l'autre va être beaucoup plus actif dans ses propos. Je pense que je suis la première personne à avoir abordé ce sujet et je m'attends à ce que d'autres gens reprennent correctement le relais. Si vous aussi vous êtes neuroatypique ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, n'hésitez pas à parler de votre expérience sur internet par rapport à ça et à interagir avec les autres dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et faites attention à vous.